What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict? There are no limits. No limit. No, not. I haven't learned that lesson yet. I know there are, but there are no limits. Pas de limite sur le pouvoir de Donald Trump. On pourrait porter ça avec ce qu'il fait dans ses actifs et autres. Stéphane Bureau, bonjour. Il y a des limites aux miennes, ça, je peux t'assurer. Ah oui, nous, on a des limites, mais pas lui. M. Trump peut faire visiblement ce qu'il veut, puis changer la vérité comme il veut en disant c'est le meilleur accord qu'on a jamais eu avec l'Iran, tout va bien, puis tout le monde me respecte, dont Israël. Alors là, on n'est pas dans les limites du pouvoir présidentiel, mais dans les limites infinies de ce que tu peux stretcher le réel, la vérité. Et ça ne dépend pas de ce que tu sois président des États-Unis. Peut-être a-t-il fait la même chose quand il était promoteur immobilier. Ça a déjà marché. D'ailleurs, il se régalait de raconter qu'il a plusieurs fois vendu des appartements qui étaient à des étages inférieurs de ce qui était marqué, parce que les gens aiment expliquer à leurs amis, voisins et autres. Moi, je vis au 70e étage. Alors, tu pouvais acheter chez Trump quelque chose qui marquait 7003, mais dans les faits, tu étais peut-être au 60e ou au 50e, mais tu te donnais une coupe d'étage. Et dans le fond, ça parle davantage de la nature de nous tous que du président. Lui, Trump, quand il était promoteur, il disait les gens veulent se péter les bretelles. Va leur en donner pour leur argent. Et je peux t'assurer qu'il a dû tirer un maximum de profit de l'affaire. Aujourd'hui, Axios, enfin pas aujourd'hui, mais récemment déclarait qu'il n'a pas encore atteint les limites du pouvoir présidentiel. Je pense qu'il les a atteintes, en fait. Et c'est l'Iran, justement, qui a fait la démonstration de quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Tu peux avoir l'armée la plus puissante au monde, une capacité de bombardement sans égale, et pour autant ne pas être capable de soumettre l'adversaire. Ouais. Il voulait une capitulation totale. Ça ne ressemble pas à ça du tout. Et on a parfois même l'impression que les conditions sont dictées par les Iraniens, par ceux qui sont en face de lui ou enfin des Américains à la table de négociation, même si c'est toujours par voie de médiation avec les Pakistanais entre les deux. Mais on devait avoir une négo aujourd'hui, là. Oui, tout à fait. Mais je termine en disant, il l'a même reconnu hier ou avant-hier en disant: je ne voulais pas être le prochain président Hoover, c'est-à-dire d'être en contrôle à la Maison-Blanche, aux manettes, quand on vit une dépression, non seulement américaine, mais à l'échelle de l'économie mondiale. Donc, il mesurait parfaitement que cette crise à Hormuz avait un impact aujourd'hui et probablement à terme des impacts parfaitement délétères sur l'économie, sur nos portefeuilles, sur l'inflation. Et c'est certainement pas parce que c'était son choix. Si on s'est retrouvé collectivement pris au coup, c'est bien parce que l'opération militaire qu'il a, lui, ordonnée n'a pas donné les résultats qu'il espérait. Mais il se passe quoi maintenant? Parce que dans le fond, normalement, J.D. Vance devait être à Genève. Ce matin, il y a eu quelques tirs entre Israël et le Hezbollah. Ça a fait des morts des deux côtés. Là, on a dit, non, cessez-le-feu. OK, on a trouvé un cessez-le-feu. Donc, l'Iran a mis son poids sur le Hezbollah, les États-Unis sur Israël. Ça, on règle ça, mais là, il va falloir négocier le nucléaire. Ça, c'est pas pantoute réglé. On touche même pas aux missiles dans ce dossier-là. On était censé négocier à Genève, là. Alors, il va falloir parler du nucléaire, c'est vrai pour les Américains qui sont intéressés et sont même, je dirais, obligés politiquement de faire la démonstration que ça va aller quelque part. D'abord pour ceux qui appuient politiquement le président Trump aux États-Unis, les républicains, parce que ça ne fait pas du tout l'unanimité. Ça fait l'unanimité chez les démocrates qui disent très, très mauvais deal. Dans sa famille politique, il y a certains qui sont ralliés à l'idée, y compris Lindsey Graham, qui est en termes de guerre assez vote en guerre et qui a plutôt l'habitude de dire au président, vous n'êtes pas allé assez loin. Donc, ils se sont entendus, probablement pour des raisons politiques et non pas parce qu'il a été convaincu de ce que l'entente était bonne pour les États-Unis. Mais il y a certains autres sénateurs, particulièrement républicains, qui posent des questions sur la place publique, qui sont pas du tout satisfaits. Donc, pour cette raison, il faudra que les négociations donnent l'impression d'avancer. Première étape. Ça va commencer. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être dans 2 jours, dans 3 jours. Moi, j'aurais parié fort en début de semaine qu'il se retrouverait pas vendredi. Il y a des gens qui étaient prêts à chercher des poux et à saboter la négociation. C'était vrai pour les Israéliens, alliés des Américains. C'est vrai aussi à Téhéran de ceux qui ne sont pas contents que le régime ait signé, même si c'est plutôt une entente qui leur est favorable. Je pense que de part et d'autre, ceux qui ont signé voudront que ça avance, à commencer pour les Iraniens par l'idée que le contre-blocus soit remis en place, parce que pour l'instant, c'est tout bénéfice, ça coûte bon,
on exporte du pétrole, on voit tranquillement l'argent revenir dans le pipeline. Je suis pas sûr que demain matin, ils voudront fermer le robinet. Donc, ils se retrouveront. Ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait, c'est plus qu'une escarmouche. Il y a 4 tankistes israéliens qui sont morts dans une attaque du Hezbollah. Alors, ça se passe au Liban. C'est pas le Hezbollah qui a envoyé des missiles ou des drones sur Israël. C'est le Hezbollah qui s'attaque aux forces d'occupation israéliennes dans le sud Liban. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais c'en est une. Donc, dans de pareilles circonstances, quand tu as une force d'occupation, il faut que tu t'attendes comme force d'occupation à ce qu'on te tape sur la gueule à l'occasion. C'est arrivé, tristement, des morts. Et Israël a profité de l'occasion pour répliquer. Les Israéliens sont depuis le début à dire qu'ils n'entendront pas la raison des Américains, que c'est leur guerre et que tant et aussi longtemps qu'ils sont menacés, ils vont la continuer. Les Iraniens, de leur côté, parce qu'ils sont signataires aussi de ce Memorandum of Understanding qui met le Liban au cœur du jeu, parce que pour les Iraniens, ce qui se passe en Iran, c'est comme ce qui se passe au Liban. Soit, mais encore faut-il aussi que tu dises à tes proxys, à tes mandataires, arrêtez de bombarder, arrêtez d'attaquer. Parce qu'à chacune de ces attaques, qui sont perçues comme des provocations pour Israël, c'est une occasion fantastique de retourner le feu et de rendre les choses compliquées. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si toi tu l'as remarqué hier, mais le ton de J.D. Vance sur Israël hier, j'ai pas souvent entendu ça. On y rentre dedans, là. Il était implacable. Il n'est pas question qu'on se laisse pas dicter notre politique par les Israéliens. Ils devront entendre raison. Nos intérêts ne sont pas les leurs. Alors, ça a deux vertus. C'est ce qu'on disait au début. On disait que Trump mange dans la main de Netanyahou. C'était pas bon pour son image, pas en tout. Non, mais c'est ça a deux vertus. Ce que faisait hier J.D. Vance, la première, c'est de rappeler à l'ordre l'allié, parce que l'intérêt des États-Unis, c'est qu'en tout cas pour les 60 prochains jours, 59 maintenant, ces négociations avancent et qu'il y ait libre circulation dans le détroit d'Ormuz de la navigation. On s'entend que pour les Israéliens, que les bateaux passent ou non dans le détroit d'Ormuz, c'est le cadet de leurs soucis. Et ils ne sont pas solidaires d'aucun allié. Et J.D. Vance disait hier, faites attention les enfants parce que vous êtes seuls au monde. Il n'y a que nous pour vous appuyer. C'est le fait de ce qui s'est passé à Gaza, de ce qui se passe encore au sud Liban et de la crise dans le détroit d'Ormuz qui a eu un impact sur les économies du monde avec une indifférence manifestée des Israéliens. Soit leurs intérêts à eux, c'est d'aller jusqu'au bout de leurs opérations militaires. Ça ne veut pas dire que tout le monde est à la même page. Je pense en particulier à la France, qui est un allié du Liban. Alors, ne déploie peut-être pas les moyens que le Liban voudrait avoir, par exemple, pour désarmer le Hezbollah. Mais aujourd'hui, les relations diplomatiques entre la France et Israël, c'est très compliqué. Non, c'est un gros enjeu. On va continuer de regarder ça, parce que 60 jours, ça nous donne tout l'été pour en parler et analyser ce qui va se passer. Puis à la rentrée, on 15 août, dans ce coin-là. Oui, une meilleure idée. Livre qui vient de paraître ou qui va paraître, c'est des journalistes du New York Times, là, notamment Mardi. Maggie Haberman, qui a un accès privilégié au président, Stéphane. Et là, on a plein de moments toujours intéressants. Ça s'appelle le changement de régime, comment Trump a changé complètement la façon de voir la politique. On parlait du fait qu'il s'en foutait de faire de l'argent cette fois-ci, que sa famille peut faire de l'argent à l'étranger, parce que who cares, nobody cares, dit-il. Il parle de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos aussi, en disant hey, regardez, il mangeait dans la main avant. On a un accès, dans le fond, intéressant à M. Trump, quoi qu'on le savait pas mal déjà, mais c'est sur papier et confirmé par Trump lui-même, qui se compare à Genghis Khan, à Mao. En termes de pouvoir, en fait, c'est la suite du petit clip qu'on a entendu en début, où il dit, pour l'instant, je n'ai pas vu les limites à mon pouvoir, je les ai pas atteintes, je n'ai pas été jusqu'au bout de tout ce que sont les outils à ma possession. Alors, évidemment, le parallèle avec ceux qui ont eu beaucoup de pouvoir, Mao, Gengis Khan et d'autres, pourquoi pas. Et je pense qu'il se régale toujours à pousser la provocation, aller au bout de la logique. Mao, Staline, oui. Alors, il t'expliquera ensuite dans le détail, on n'a pas les mêmes objectifs, tout ça, mais c'était des hommes forts, des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. Exactement, puis pourquoi pas de mon côté. Ça fait penser un peu à Susie Wiles qui avait donné de nombreux entretiens à un journaliste qui a fait un article de fond où elle était clairement en porte-à-faux avec certains des ministres clés de M. Trump, les critiquait. Donald Trump a accepté des règles semblables, s'est assis avec ses journalistes, a commenté sur le fond plusieurs choses à visière levée.
et c'est pas tellement comme un boomerang qui lui revient à la gueule, parce que je suis sûr que si on le questionne, il va dire, oui, je l'ai dit, pas de problème, c'est ce que je pense, that's it. Et dans ce sens-là, la thèse principale du livre est fondée. C'est un changement de régime. Total. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ça a changé la manière de faire de la politique partout en Occident. Ça a changé la manière de faire de la politique au Canada, au Québec. Je pense que je t'en parlais la semaine dernière. Paul Saint-Pierre Plamondon, dans sa manière de faire campagne ou pré-campagne, en parlant avec des médias qui ne sont pas les médias traditionnels. La première ministre, Christine Fréchette, qui aussi parle avec des podcasters et dans un registre de communication un peu différent, dans le personnel, comme peu de politiques l'ont fait récemment. Elle sera avec moi lundi, justement, au podcast, et en me préparant, je prenais la mesure de ce que sa communication, on sait, elle a été bouleversée. Madame Meloni, en Italie, on en parlera peut-être dans quelques instants. Non, mais on l'a vu, là, il boude parce que. Mais ce qui me fascinait, c'était ceux qui lui ont quasiment baisé la main, là, pour ne pas dire des mots plus vulgaires de léchage, mais qui aujourd'hui réalisent que ça donnait rien. Trump fait ce qu'il veut, là. Dans ceux qui nous intéressent en ce moment, c'est-à-dire les milliardaires de la tech, parce qu'il en parle dans le livre et c'est important, il faut voir la courbe. Dans un premier temps, tu as vu plusieurs l'aimer, premier mandat, dire « Ah, c'est intéressant », ne serait-ce que parce que c'était pas quelqu'un qui voulait beaucoup réglementer, qui se sont tour à tour tous retournés contre lui, sauf probablement Elon Musk. L'ont censuré, Zuckerberg, quelques jours après le 6 janvier, l'a retiré de sa plateforme. Il était président des États-Unis. C'était un geste audacieux. De mon point de vue, que j'ai toujours critiqué en disant, est-ce que, quel que soit le contexte, est-ce que tu peux vraiment, sans risque, retirer au président des États-Unis une plateforme, sachant que à la hauteur de nos vies, on est beaucoup moins puissant qu'un président, et c'est donc dire qu'une plateforme, pour un mot ou autre chose, peut décider, et on le sait maintenant, dire toi oui, toi non. Donc, le président Trump, à l'époque, était en pistolet, et ils étaient tous, pendant des années, à le critiquer, à le tourner en ridicule, et quand à l'horizon, il est revenu, ils sont venus baiser la bague, la main, rampaient devant lui. Exactement. Et évidemment, aujourd'hui, il se régale de dire, regardez-moi ces milliardaires puissants qui tous sont venus voir le futur président que j'allais devenir et ont calculé que leur meilleur intérêt, c'était de faire de Salamalek. C'est ce qu'ils ont fait. Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine. Je pense que tu as quelques jours de congé la semaine prochaine où tu travailles. En tout cas, on se retrouve mercredi 24. Je ne sais pas si tu y seras. Moi, j'y serai. Jeudi, moi, parce que c'est la fête. À Saint-Jean, fête nationale. Salut, Stéphane. Bye.